Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bienvenue à cet autre épisode du balado Sans vice caché. Yann, encore un plaisir. On a encore beaucoup de matière aujourd'hui, hein? Vraiment, puis c'est toujours un plaisir justement de faire ça avec toi, Mel. Puis c'est le fun aussi d'avoir l'apport du public, les gens qui nous écrivent. Merci de regarder, d'écouter le podcast Sans vice caché. C'est le seul podcast, en fait, le seul balado au Québec qui est dédié 100% immobilier avec des invités. Puis je dis ça sans prétention, là, parce que c'est notre passion, c'est pas une cachette, Mel. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui justement, l'immobilier fait partie de leur vie. Donc, c'est le fun de pouvoir en parler à Sans vice caché. Beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà. Si les gens, des fois, n'ose pas aller parler à un spécialiste. Alors, ils nous interpellent. On est plus facile. On est très facile à joindre si vous voulez nous poser des questions. On n'a vraiment pas l'air de spécialiste. Dans mon cas, c'est sûr et certain. Mais on a reçu une question très pertinente cette semaine avec le sujet qui s'en vient dans les prochaines minutes. Oui, Isabelle à Belleuil qui nous demande, est dans une étape d'achat, puis elle veut vendre aussi son condo. Elle dit, c'est quoi l'impact réel de vendre avec la garantie légale de qualité ou sans garantie légale de qualité? Beaucoup de gens qui se posent encore la question, puis on en voit quand même beaucoup de ventes sans garantie légale de qualité. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à Isabelle? Bien, écoute, c'est quand tu achètes une propriété sans la garantie légale de qualité, tu n'as pas de recours pour vice caché contre l'ancien propriétaire. Par contre, s'il a menti, on appelle ça un dol. S'il a caché quelque chose, par exemple, n'a pas déclaré une infiltration d'eau, l'a réparé, a dit oh, c'est pas grave, c'est arrivé il y a 5 ans, mais que là, éventuellement, il y a d'autres problèmes liés à ça et que tu le découvres. Et là, ben, c'est un dol. On appelle ça un dol quand un vendeur a menti. Donc, l'exclusion de la garantie légale de qualité va exclure les vices cachés, mais tu peux toujours poursuivre un vendeur s'il a menti. Alors ça, c'est la grosse différence. Puis la garantie légale de qualité, si tu l'achètes, ça vient avec la maison, bien là, tu peux éventuellement revenir contre l'ancien propriétaire s'il y a des vices cachés qui sont découverts et qui dataient de son occupation finalement. Tu sais, si c'est arrivé il y a 2 semaines puis que tu es propriétaire depuis 1 an, on ne parle pas d'un vice caché. Fait que la nuance est importante, mais on voit beaucoup, Yann, tu vas être d'accord avec moi, de ventes sans garantie légale de qualité depuis la pandémie. Oui. Ça se faisait vite. Les gens, ça ne changeait rien, la valeur, tout ça. Mais éventuellement, c'est juste des cas précis où on peut l'exclure, la garantie légale, où on va recommander de l'exclure. Oui, mais ça, moi, comme courtier, c'est une affaire qui me dérange, mais ça ne me dérange pas de le dire. Je trouve qu'il y a l'usage de la vente sans garantie légale de qualité à outrance sur le marché immobilier actuellement. C'est une réalité. Peut-être des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui l'ont vendu. C'est que moi, je suis d'accord. Là, je suis la parade quand on me parle d'une succession, quand on me parle d'une maison centenaire, quand on me parle de personnes âgées qui sont rendues à l'étape de vendre leur maison. Écoutez, là, disons quelqu'un qui a 80 ans ne veut pas se retrouver éventuellement avec un risque de poursuite sur le dos. Je suis capable de comprendre ça. Mais tu sais, quand tu te retrouves avec une maison des années 2000, puis c'est des gens qui ont notre âge, là, des tout jeunes, là, puis tu te ramasses... Non, mais je suis sérieux, là. Puis ils vendent sans garantie légale de qualité. Là, parce tu peux te poser des questions. Oui, tu te poses des questions. Puis tu te dis, ben écoute, c'est parce que là, j'ai comme l'impression que certaines personnes profitent un peu de cet aspect-là dans un marché qui favorise les vendeurs. Puis ça, personnellement, moi, je trouve pas ça correct et ça me dérange. Tu sais. Puis Isabelle posait la question, est-ce qu'il y a un impact monétaire, Mélanie, actuellement, à vendre sans garantie légale de qualité? Plus ou moins depuis la pandémie. Ça dépend des maisons. Tu sais, il y a des propriétés où ça va être dans un marché plus difficile, plus lent, mais dans un marché de vendeurs, il y a beaucoup moins d'impact, sauf si ça soulève vraiment un doute. Là. Tu sais, Isabelle, si elle a 40 ans, comme tu dis, elle habite son condo, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison. Des condos, là, ça ne date pas avant les années 80 au Québec. Là. Tu sais, c'est des immeubles là, à partir des années 80, puis la majorité, c'est après les années 2000. D'exclure la garantie légale de qualité sur un condo, soit qu'elle l'a acheté comme ça, puis qu'elle ne veut pas tout prendre la responsabilité sur elle. Ça se peut. Si tu achètes d'une succession, la famille n'a jamais habité l'immeuble, n'est pas au courant de tout ce qui a pu se passer. Si toi, tu as acheté sans garantie légale de qualité, je peux comprendre que tu veuilles revendre comme ça, mais moi, je vais l'expliquer à des futurs acheteurs. Écoute, avant, sans garantie légale, c'est pas de qualité, c'est pas parce qu'elle veut, elle soulève des doutes, mais elle l'a acheté comme ça. Puis les acheteurs vont le voir dans les actes de vente précédents. Tu sais, c'est écrit là, qu'elle a acheté sans garantie légale de qualité. Si elle l'a acheté avec garantie légale, je vois pas pourquoi elle revendrait sans.
sais, il y a toutes sortes de nuances qu'on explique aux gens quand on les rencontre. Mais bref, si vous n'avez pas habité la maison, vous avez un immeuble à revenu, vous ne l'avez jamais habité. Tu sais, il y a beaucoup d'immeubles à revenu aussi vendus sans garantie légale de qualité. Puis les immeubles centenaires, comme tu disais, on ne peut pas garantir ce qui s'est passé il y a 82 ans non plus dans la maison. C'est ça. Moi, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'on en voit énormément plus depuis 2020. Puis je trouve personnellement, ça n'engage que moi, je trouve qu'il y a comme un usage abusif de ce type de vente-là pour des propriétaires, alors que ça n'a aucun rapport dans certains cas. Puis après ça, bien, les acheteurs aussi, ça a un impact pour la suite quand ils veulent revendre ces propriétés-là. Mais parlant d'inspection puis en fait, de garantie légale dans le contexte justement où on fait une transaction immobilière, puis je parle d'inspection, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va avoir on va avoir des gens qui vont venir nous parler de cet aspect-là, puis d'autant plus que l'aspect garantie légale, Mélanie, va être important dans un cas, là, justement, d'inspection ou pas faire inspecter. Il y a une nuance mais aussi. Il faut tout le temps que tu fasses inspecter. C'est ça l'affaire. Puis ça, on va toujours marteler ce message-là, peu importe la propriété que vous achetez, peu importe le contexte. Puis dans un marché, encore là, où tu peux te retrouver 5, 6, 7, 8, 10 pour la même maison. C'est jamais une bonne idée, Mel, de ne pas faire inspecter, en fait. Non. Puis moi, ce que je recommande, il faut quand même bien choisir l'inspecteur. C'est pas juste de faire inspecter. Choisissez-en un bon recommandé par des gens que vous connaissez, qui a une bonne réputation, qui fait des beaux rapports clairs et non pas des romans de 200 pages là, que vous allez vous n'allez pas dormir. Non, c'est ça. Alors, on va passer tout de suite à nos invités, mais avant, on veut remercier Proprio Direct qui nous permet de faire ce balado-là parce que l'information immobilière, c'est important. Ça fait 38 ans que notre bannière existe, Proprio Direct, donc des courtiers qui sont là pour acheter et vendre les propriétés. Alors, ils ont jamais hésité à embarquer dans ce balado parce qu'il y a vraiment de l'information immobilière à transmettre au Québec. Alors, on est là-dedans. On part le bal avec Sans Vice Caché. On vous revient dans quelques secondes. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Sans Vice Caché. Yann, on va recevoir dans quelques minutes une avocate spécialisée en droit de l'immobilier parce que des fois, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu le Far West quand des gens font inspecter. Est-ce qu'on peut se retirer comme on veut? Est-ce qu'on peut négocier? Baisser le prix de 25 000? Tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on voit, nous, sur le terrain qui ne sont pas cohérentes. Alors, on va lui parler dans quelques minutes à Isabelle Sirois. Mais notre première invitée, c'est quelqu'un, justement, qui a perdu des acheteurs à la suite de l'inspection de sa maison. Puis sérieusement, Yann, c'est une des maisons les plus impeccables que j'ai jamais vues sur le marché. Là, c'est ça. Pas un fil qui dépasse. On reçoit Jacques aujourd'hui qui est avec nous. Merci Jacques d'être là. Puis je résume un peu l'histoire. En fait, Jacques, c'est une propriété des années début 2000 qu'il a. C'est quelqu'un qui entretient sa propriété de façon méticuleuse, pour ne pas dire, Mel, de façon maladive. C'est un grand malade. Faut pas que Jacques raccroche, là. Non, salut Jacques. Donc, c'est quelqu'un qui entretient beaucoup sa propriété, prend soin, met à vendre la maison. On a une promesse d'achat qui rentre sur la propriété à Jacques à ce moment-là. Les gens font inspecter. C'est une longue inspection. L'inspection dure aux alentours de 3h30. C'est un cottage là, de type de propriété avec un garage là, dans un secteur qui n'est pas problématique d'une ville de la Rive-Sud de Montréal. Et finalement, surprise, les acheteurs reçoivent le rapport d'inspection et décident de se retirer, Jacques, sur un ensemble, une constellation de points, mais vraiment, Jacques, sans élément majeur, là. Non, il n'y avait pas d'élément majeur dans le rapport, puis même dans les correspondances que vous avez eues avec l'agent de courtier des promettants acheteurs, il a même spécifié que avant de se retirer, qu'il n'y avait pas de point majeur. Malgré le fait qu'il n'y avait pas de point majeur, il disait une accumulation de points mineurs, ce qui était vraisemblablement pas le cas. Là. Puis comment vous êtes sentis les deux? Quand nous autres, on le sait, on l'a vécu avec vous autres, là, mais comment on se sent comme vendeur qui passe beaucoup de temps à rafraîchir la maison, à tout organiser, tout placer, puis vous étiez prêt à faire des compromis, à tout réparer ce qu'ils demandaient. Comment on se sent quand, malgré ça, malgré la bonne foi, les acheteurs se retirent puis que banalisent le processus en quelque sorte? Pour les compromis, il n'y avait pas grand-chose là, à faire. Là. Il y avait seulement les thermos pour les fenêtres qui étaient un petit peu plus majeur qu'on pourrait dire, mais on avait décidé de payer pour faire le changement des thermos des fenêtres. Mais il y avait aussi le fait que la prise de possession, ça,
la demande s'était faite juste avant les fêtes, l'offre pour les prometteurs acheteurs, puis ils voulaient une prise de possession rapide après les fêtes, donc ça impliquait beaucoup de remue-ménage pour pouvoir arriver à déménager puis à se trouver un logement aussi temporairement, parce que nous, on déménageait dans une autre région, donc ça a créé beaucoup de pas nécessairement de stress, mais de remue-ménage, puis de pouvoir planifier les choses. Puis lorsqu'on a eu la réponse comme de quoi qui se retirait, bien, ça a été comme je pourrais dire, là, qu'on s'est retrouvés là. Le bec à l'eau, comme on dit. Le bec à l'eau, oui, c'est ça, merci. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, parce que Jacques, on va le dire, là, ça a été une douche froide pour vous autres, tu le mentionnes, vous étiez en processus de déménagement, vous étiez à l'étape d'acquérir votre nouvelle propriété, puis ce retrait-là, disons-le, est sorti de nulle part. Puis juste pour que les auditeurs sachent, Jacques, toi, vous, comme couple, vous n'aviez pas accepté à ce moment-là leur retrait. Toi, tu avais décidé de leur écrire aux acheteurs pour leur dire que tu refusais les motifs de retrait et que, comme Mélanie mentionnait, tu étais prêt à faire plein de correctifs. Là, quand je dis plein de correctifs, c'est des correctifs mineurs. Je me souviens, Jacques, j'ai regardé les notes. Il y en avait plus d'une trentaine que tu étais prêt à faire comme vendeur, puis c'était toutes des affaires du scellant, des trucs comme ça, là. Donc, est-ce que tu as pensé par la suite à les poursuivre, ces gens-là? Oui, l'idée des poursuivre nous a trotté dans la tête, comme on dit, là, mais il fallait de toute façon après attendre pour voir quel serait l'impact là, si on avait une vente future par après, là, quels seraient les montants en cause qui pourraient être réclamés là, suite à leur décision. Eux autres, ils ont fait, j'avais envoyé, comme tu mentionnes, là, une liste de choses à rectifier, puis que vous aviez transmis. Puis à ce moment-là, eux autres, ils ont fait affaire avec un avocat pour répondre à cela. Mais la réponse n'était pas nécessairement là, solide de la part de l'avocat de l'autre côté, parce que des codes cours qui mettent en référence, c'était pas des codes cours qui étaient valables par rapport à ce qui était la situation qu'on vivait avec les prometteurs acheteurs. Donc, Ensuite, là, la maison a été remise sur le marché. Puis, suite à la vente de la maison par après, bien, on a décidé de ne pas aller plus loin parce que là, on était pris dans un autre remue-ménage parce qu'avec la construction d'une nouvelle maison, puis un logement, qu'il a fallu trouver un logement en dernière minute, puis ensuite double déménagement avec double tempête de neige. Là, ouais. Donc, c'était puis vous avez lâché prise finalement. Oui, mais je me souviens tout le stress que ça a généré là, dans le couple, puis aussi au niveau tu sais, c'est frustrant quelque part aussi de recevoir un verdict comme ça alors que tu entretiens ta maison de façon méticuleuse. Jacques, je t'invite fortement à rester avec nous pour écouter Maître Isabelle Sirois qui s'en vient, qui va pouvoir apporter probablement un éclairage très, très utile pour toi et pour les gens qui regardent là, sans vice caché au sujet des inspections et des retraits injustifiés suite à l'inspection. Je pense qu'il n'y a personne qui se doute à quel point vous ne pouvez pas vous retirer pour n'importe quoi comme acheteur. Alors, Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous deux, vous êtes passés à autre chose, mais il y a peut-être des gens qui vont vouloir donner suite à ce genre de démarche-là. Alors, on reçoit Maître Sirois. Discussion franche, conseils concrets, histoire vraie, sans vice caché. Moi, j'avais vraiment hâte, Yann, de parler à Maître Isabelle Sirois parce qu'elle donne beaucoup de formations pour les courtiers immobiliers. Puis elle a donné une conférence il y a quelques mois sur le retrait après une inspection, à quel point tu peux pas faire ce que tu veux comme acheteur puis décider de ne plus acheter juste parce qu'il y a une prise de courant qui ne fonctionne pas ou quelques éléments là, qui te font peur. Bien, il y a toujours, tu as raison, puis il y a un discours qu'on entend encore, je pense, trop souvent, puis Maître Sirois, qu'on est très content de recevoir, va pouvoir nous en parler. Souvent, j'entends, moi, je vais faire inspecter, puis je renégocierai après, ou l'inspection, c'est un outil, la base de l'inspection, c'est de renégocier suite à l'inspection. Moi, je suis tout à fait contre cet énoncé-là, parce que, oui, si c'est dans un cas légitime, mais c'est pas vrai, puis Maître Sirois va sûrement pouvoir nous en parler, c'est pas vrai qu'à toutes les inspections, pour n'importe quel motif, Mel, on peut se servir de ça comme outil de négo. On la retrouve tout de suite. Maître Isabelle Sirois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Sans vice caché parce que je pense qu'on va éclaircir beaucoup de choses avec vous. On vous connaît un petit peu. On sait que vous n'avez pas la langue dans votre poche. Vous êtes spécialisé en droit immobilier.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez vu plusieurs cas récents. Vous vous êtes penché sur cette cause-là parce que ça peut provoquer beaucoup de dommages pour les vendeurs, des acheteurs qui se retirent pour rien. On comprend qu'on veut qu'ils soient protégés, les acheteurs, mais il y a quand même une limite à respecter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus dans ce que vous voyez dans votre pratique depuis les dernières années? Bien, effectivement, je concours avec ce que Yannick vient de dire, que sur le terrain, il y a des abus très importants de la part des acheteurs. Et ce que je trouve curieux, c'est que tout ce droit-là relatif aux conditions d'inspection pré-achat, c'est un droit qui est bien établi depuis déjà de nombreuses années. Là, j'ai retracé les plus vieux jugements en 91, et puis le jugement phare a été rendu en 2003. Et depuis ce temps-là, tous les jugements ont appliqué ce droit-là. C'est un des rares secteurs du droit où c'est d'une grande, je dirais, c'est le calme. Il y a pas de soubresaut. Les jugements sont uniformes. Et ce que je comprends pas, c'est que le terrain n'est pas au courant de ça, le public n'est pas au courant de ça, et ce qu'on voit sur le terrain est totalement contraire au droit. C'est fascinant. Et effectivement, ce que vous disiez, c'est très vrai. Les acheteurs n'ont pas le droit de se servir de l'inspection pour faire une liste d'épicerie après ça et tenter de renégocier. C'est très difficile, en fait, là. Il y a même un jugement qui a comparé les critères de difficulté à un recours en vice caché pour montrer à quel point il faut que ça soit sérieux, il faut que ça soit important. Et donc, on est très loin de la prise de courant à remplacer, puis des petits trucs comme ça, là. Ben moi, je pense à un cas tout récent, Maître Sirois. Ça nous est arrivé récemment sur une propriété. En fait, les acheteurs, finalement, trouvaient qu'il y avait trop de choses à faire. Mais c'était pas des choses majeures, se sont retirés. Puis là, on parle d'une vendeuse plus âgée qui veut pas s'embarquer dans une poursuite. Il y a beaucoup de gens qui laissent tomber, justement, parce que c'est compliqué de poursuivre et tout ça. Qu'est-ce que vous diriez? Parce que nous, ça nous a choqués, parce qu'on se dit, bon, pauvre madame, là, elle perd des acheteurs qui étaient sérieux, puis que là, ils sont plus, là. Donc ça arrive souvent. Je vous comprends. En fait, moi, mes conseils sont à deux niveaux. Il y a un travail en amont. Et surtout quand il y a un courtier. Quand il n'y a pas de courtier, on peut pas travailler en amont beaucoup. Quand il y a un courtier, il y a un travail en amont important qui peut se faire. Donc, premièrement, bien expliquer les choses aux deux parties, autant que ce soit courtier-vendeur ou acheteur, de bien expliquer le fonctionnement des choses. Et une très belle divulgation au niveau de la DV, la déclaration du vendeur, et au niveau des documents transmis à l'acheteur. Parce que tout ce que l'acheteur sait avant l'inspection, il ne peut pas s'en plaindre après. Donc, plus on inonde l'acheteur d'informations et plus on sécurise notre transaction. Ça, c'est... je me permets de faire une petite parenthèse, Maître Sirois, sur ce que vous dites là. C'est tellement important, puis je le souligne pour les gens à la maison, puis aussi nos collègues courtiers, parce que vous en avez parlé récemment là, dans une conférence que vous avez donnée, Maître Sirois. Les gens ont la croyance populaire de penser, Mel, que s'ils déclarent beaucoup de choses, qu'ils vont perdre la valeur sur leur propriété, qu'ils vont perdre des acheteurs potentiels, alors que ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que c'est totalement le contraire. Dans le fond, plus on en divulgue, plus on se protège et plus, au final, on va gagner en valeur parce qu'on ne perdra pas de temps avec des aspects qui n'ont pas rapport à renégocier par la suite, Maître Sirois. Effectivement. Le but, là, c'est pas une partie de cache-cache, là, une vente, là, hein? Le but, c'est d'être le plus transparent possible et l'acheteur est sécurisé parce qu'il a l'heure juste. Il fixe un prix juste dans son offre. Et il n'y aura pas à renégocier par la suite. Et la plus belle protection pour un vendeur, c'est la transparence. Parce que tout ce qui est écrit dans la déclaration du vendeur au niveau de problèmes actifs, de problèmes encore présents, non réglés, ça revient à exclure les garanties légales sur ces éléments-là parce qu'ils sont rendus connus de l'acheteur qui peut plus s'en plaindre. Il peut plus s'en plaindre avant la conclusion chez le notaire, puis il peut plus s'en plaindre après non plus. Donc, un vendeur qui veut sécuriser sa transaction, qui ne veut pas se faire, peu importe le type de conditions, il n'y a pas que l'inspection, là, il y a des conditions de remise de documents, il y a toutes sortes de conditions. Donc, un vendeur qui dit, moi, je veux pas faire remettre en question ma transaction, là, je veux sécuriser ma transaction,
La recette, elle est simple. Sois transparent dans ta DV et remets tous les documents possibles et imaginables d'emblée, avant même que l'acheteur fasse son offre. Et donc, l'acheteur, au moment où il fait son offre, il est au courant de tout et peut pas se plaindre de quoi que ce soit après. Et on s'évite des conditions de remise de documents, on s'évite des retraits après, évidemment, ces conditions-là. On sécurise notre transaction tout simplement. Fait que ça, c'est le travail en amont qui est très important. Et quand on travaille pour l'acheteur, on doit lire tous ces documents-là avant de loger l'offre. Et quand on loge l'offre, c'est réglé. C'est ça. On a fait une offre à un montant fixé en fonction de la réalité qu'on connaissait. Puis cette réalité-là, c'est la bonne. Il y a un gros Donc, élément Il y a un gros élément qui revient souvent après les inspections. Maître Sirois, je suis sûre que vous allez être d'accord, la classique, là. Une maison des années 70. On fait inspecter. L'inspecteur soulève un doute dans le drain français. On a reçu d'ailleurs Mathieu Laramé qui nous explique bien les enjeux d'un drain français. Si la maison date des années 70 et qu'il n'y a pas de mention dans la déclaration du vendeur que le drain a été remplacé, puis que là, l'acheteur, il soulève des doutes par rapport au drain français à la suite d'une inspection. Ça arrive souvent, puis c'est normal. Trouvez-vous qu'il est trop tard? Il faudrait que les gens soient peut-être un peu mieux éduqués sur les composantes d'une maison à la base. Effectivement, puis quand il y a un courtier dans une transaction, c'est justement le rôle important d'un courtier acheteur, en amont, encore une fois, d'expliquer aux acheteurs c'est quoi les réalités des propriétés. Il y a des réalités au niveau des techniques de construction d'une autre époque, qui sont pas des vices, là. C'est des normalités, là. Si j'achète une maison en 1931, il faut pas que je m'attende à ce qu'il y ait un drain français, il en mettait pas dans ce temps-là. Hein? Donc, c'est pas un vice et c'est pas quelque chose qui devrait ressortir à l'inspection. Ça. Un acheteur devrait être au courant de ces choses-là avant de loger son offre. Et si c'est quelque chose qui lui convient pas, ben, on fera juste pas d'offre sur cette propriété-là. Tout simplement. Donc, travail en amont, très important encore, là. Bon. Je vous dirais pas que c'est d'une clarté limpide si on a une propriété plus récente. Là. À partir des années 70-80, là, on tombe dans un petit peu plus récent. Et c'est un droit où il n'y a pas tant de jugements non plus. Là. C'est un droit où il y a peut-être une trentaine, quarantaine de jugements depuis 30 ans. Là. C'est pas, les gens se garochent pas devant les tribunaux là, pour ces choses-là. Donc, oui, on a un droit qui est clair, qui est stable, mais il y a quand même quelques petites zones grises. Et ça en ferait partie. Je vous dirais que les critères, la question que vous avez posée précisément, un drain français d'un immeuble des années 70, là, bon, c'est certain qu'il est fini ce drain-là. Là. Un drain français, ça a une durée de vie de 25-30 ans. Il est juste fini ce drain-là. C'est une normalité, c'est de la vétusté normale là, de cet immeuble-là. Bon, si le vendeur ne dit rien dans la DV, ben, il faut comprendre qu'il n'y a pas de représentations qui sont faites sur un quelques remplacement de drain là, qui aurait été fait dans le passé. Donc, il faut que l'acheteur comprenne qu'il est d'origine ce drain-là. C'est à l'acheteur aussi à faire un cheminement intellectuel avec l'information qu'on lui remet. Évidemment, quand il y a un courtier acheteur, il est là pour ça. Hein, il est là pour faire comprendre ces réalités-là à l'acheteur qui comprendra probablement pas s'il n'est pas représenté. Là. Donc, on devrait arriver à l'inspection en sachant dans quoi on s'est embarqué et en n'ayant pas de surprise par rapport à la situation normale d'un immeuble, à la condition normale d'un immeuble. Une inspection devrait servir à relever des défauts, hein, à avoir des indices de défauts qu'un acheteur ne pouvait pas voir de ses propres yeux lors d'une visite ordinaire aussi. Hein, donc, faut visiter les yeux ouverts. Là. Quand on visite une propriété, on regarde pas juste la grandeur des pièces. Là. Faut voir les fissures, puis il faut voir tout ce qui est apparent, puis s'il y a de l'infiltration au sol, puis qu'elle est là, la flaque d'eau est là. Il faut la voir. Là. Hey. Donc, oui. Non, c'est excellent ce que vous dites là, puis c'est ça. On peut pas se retirer sur des choses qui sont présumément de l'âge aussi de construction de l'immeuble. Vous dites, on présume, moi je dis souvent à mes clients, là, on présume qu'une maison des années 70-80, le drain français, est, vous dites, il est vétuste, il est probablement fini. Là, des fois, la plomberie n'est pas pareille, ouais. L'électricité. Puis Mel, je veux ramener Maître Sirois au cas à Jacques là, qu'on a entendu précédemment, Maître Sirois. Jacques, dans le fond, c'est la situation, puis je veux vous entendre là-dessus, quand on se retrouve face à des acheteurs qui se retirent non pas sur un élément grave, mais je vais dire comme ça, une kyrielle d'éléments de correctifs qui, pris de façon singulière, ne représentent pas des coûts énormes, mais oui, dans un ensemble, peut être considéré comme beaucoup d'entretien. Puis là, tu as un vendeur qui dit, écoute, j'entends ce que vous me dites, puis moi, je suis prêt à faire tous les correctifs, mais de l'autre côté, les acheteurs se retirent quand même de la transaction.
Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on a le droit de faire ça comme acheteur, se retirer dans ce temps-là? Absolument pas. Les critères sont très lourds, là, et il y en a beaucoup. Tellement que tous vous les donnez comme ça, sans note, je risquerais d'en oublier tellement il y en a, là. Mais essentiellement, il faut pas que ça soit insignifiant. Il faut que ça soit... Le plus gros critère, c'est qu'il faut que ça soit majeur au point tel que un acheteur qui doit normalement s'attendre à quelques petites insignifiances, justement. Là, un acheteur qui achète une propriété, faut qu'il comprenne qu'une propriété, ce n'est pas parfait. Hein? Et même une propriété neuve ne sera pas parfaite. Et plus la propriété est âgée, et plus il doit s'attendre à ce qu'il y ait des petites surprises. C'est normal. Il doit avoir un budget pour ces petites surprises-là. Et si quelqu'un n'a pas un budget de plusieurs milliers de dollars lorsqu'il achète une propriété pour ces petites surprises-là, c'est parce qu'il a pas compris là dans quoi il s'embarquait. Hein, c'est normal d'avoir à faire des petits travaux et de l'entretien sur une propriété, c'est juste normal. Donc ça c'est un des gros points. Donc tout ce qui est de l'entretien normal, ça ne passe pas. Donc là on va chercher les joints de mortier, tous les coulis, les silicones, les scellants, les bancs, tout ça là. Bon. Ça c'est vraiment des insignifiances auxquelles il faut s'attendre quand on achète une propriété. Ce qui ne fonctionne pas non plus, c'est les conseils que l'inspecteur va donner au niveau de mise à niveau, d'amélioration de l'immeuble. Les rapports en sont pleins là. Je visite une propriété des années 70. Justement, l'inspecteur va dire, ben écoute, il semble pas, par exemple, avoir de clapet de drain. Moi, je te conseillerais de poser un clapet. Il semble pas avoir ci, avoir ça. Moi, je te conseillerais d'améliorer, ou de remplacer telle chose. C'est pas des vices, là. Il ne fait qu'aider, en quelque sorte, cet acheteur-là à améliorer l'état des lieux, à mettre les chances de son côté, d'éviter les problèmes. Ça ne suscite pas du tout un motif de retrait, cela. Là. Hey, moi, je vous écoute, là, je me dis, mon Dieu, il faudrait que tout le monde vous écoute. Tu sais, dans le fond, là, j'espère que... Parce qu'on en voit tellement souvent des situations sur le terrain pour des joints, des scellants extérieurs pas faits, puis des inspecteurs aussi. Il y en a, la plupart sont très, très bons, mais il y en a qui, on dirait, qui se donnent pour mission d'aller vraiment loin, de se protéger eux-mêmes aussi contre des recours des acheteurs. Puis, ils donnent trop de mise en garde, des fois, qui ne sont pas justifiées et qui créent de la crainte. Puis moi, je me dis, s'il n'y a pas... c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de recours, en fait, parce que nous, on en voit quand même. C'est pas la majorité qui se retire après une inspection, mais il y en a assez que j'ai vu, qu'on a vu ensemble pour dire, voyons, eux autres auraient vraiment mérité de se faire poursuivre parce que c'était ridicule, mais les gens le font pas. Vont pas de l'avant. Effectivement, je pense que c'est une méconnaissance parce que ce que j'entends sur le terrain, c'est que les gens disent non, je veux pas suspendre ma vente puis je vais rester pris avec mon immeuble. Non, c'est pas ça du tout. Là, les gens ne comprennent pas. Et je pense que si les vraies réalités étaient mieux connues, il y aurait beaucoup plus premièrement de vendeurs qui mettraient leur pied à terre et diraient non. Hein, je ne renégocie pas. Tu n'as pas de raison de te plaindre de quoi que ce soit. T'achètes comme ça. C'est ça. Bon, puis je pense qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qui peut-être consulteraient et se feraient dire oui, achète. Parce que tu n'as absolument pas le motif de sortir de là. Mais malheureusement, sur le terrain, les gens acceptent de négocier, les vendeurs, surtout dans le milieu, dans le marché de vendeurs très important qu'on vit depuis quelques années, les vendeurs savent qu'ils ont un acheteur de rechange souvent. Ils vont dire, bon, écoute, je tente ma chance de revendre. Si je revends bien, ben, on n'en réentendra pas parler et c'est tout à fait normal. Mais un vendeur, puis moi, j'en vois souvent des cas de vendeurs qui sont vraiment dans la misère, là. Ils ont perdu cet acheteur-là et ils avaient peut-être des acheteurs de rechange, mais quand ils les rappellent, ils disent, ben c'est plate, mais j'ai trouvé d'autres choses, là. Et ils ont perdu ces acheteurs-là. Et là, l'immeuble est brûlé, là, parce que surtout dans les plus petits secteurs où tout se sait, par la faute d'un acheteur qui se désiste sans raison, une propriété peut être brûlée hein, et il y aura plus de visites ou très peu de visites, très peu d'activités lors de la remise en vente. Et oui, ces vendeurs-là peuvent perdre énormément d'argent et avoir à subir des dépenses aussi là, à payer là, tous les frais de subsistance de l'immeuble jusqu'à la revente. J'ai eu un couple il n'y a pas longtemps, ça faisait pitié. Là, ils avaient acheté un autre immeuble, c'était des gens à très faible revenu. Ils n'avaient pas les moyens de garder deux immeubles en même temps. Là.
Il y a des cas vraiment dramatiques là, Ouais. qui se produisent là, par la faute de ces acheteurs-là qui ne comprennent pas les réalités et qui mettent vraiment, qui sans aucun droit, mettent ces vendeurs-là dans des situations très problématiques. Donc, je pense que c'est important de faire comprendre aux acheteurs la réalité. Moi, je dis aux gens, le but n'est pas de partir une chasse aux acheteurs, là, c'est pas ça, mais c'est de dire, on met notre pied à terre et voici la situation. Et si c'est vraiment des choses qui sont insignifiantes et un cumul d'insignifiance en fait pas des éléments majeurs. Là. Aussi, un élément très important, c'est l'acheteur qui a mal évalué son budget, qui n'a pas les moyens de payer pour telle dépense. C'est pas un critère, ça non plus. Puis ça, on l'entend souvent. Ça arrive, ça. Oui. Ça arrive. Ça fonctionne pas. On a un jugement qui l'a dit. Il n'y a pas petit couple qui faisait pitié, un petit jeune couple. Et il y avait un budget de 3000 pièces pour faire tout ce qu'il y avait à faire, puis c'était trop pour eux. Puis ils ont dit on n'achète pas. Le juge a dit c'est bien plate, mais votre situation financière, c'est pas un critère. Ouais. Bon, donc il faut vraiment qu'on ait, ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas de barème fixe. Les tribunaux n'en fixeront pas non plus parce que c'est un droit de cas par cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le jugement le plus qui a refusé le montant le plus élevé, c'est 1,75% du prix de vente qui a été refusé comme étant mineur. Okay. Donc, on se fixe vraiment, on regarde sur le prix de vente. Donc, c'était dans ce dossier-là, c'était un prix de vente 1 200 000 et puis c'était une dépense de 21 000 $ qui devait être faite. Et la Cour a dit c'est mineur par rapport à un prix de vente d'1 200 000. Je comprends. Oui. Bien, Maître Sirois, puis là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, là, pas l'avocat tout court, parce que c'est vous l'avocate, puis vous êtes très bon dans ça. Moi, je vais être l'avocat du diable le matin. Il y a beaucoup de gens, on entend encore dire des choses comme, écoute, l'inspection, c'est une comédie, je ferai pas ça parce que l'inspecteur, de toute façon, ne regardera pas au travers du mur, puis ça donne rien. Puis on entend aussi des gens dire, OK, mais je pense que l'obstacle majeur des vendeurs, c'est quand ils ont un rapport comme ça qui fait en sorte que les acheteurs se désistent sous des motifs qui sont, disons-le, des fois très discutables. Ils se disent, je ne veux pas aller en cours parce que, écoute, je ne veux pas perdre mon temps, ça va me coûter plus cher en frais justement d'avocat et tout ça. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Tu sais, c'est quoi les étapes pour un vendeur là, qui veut poursuivre un acheteur qui s'est désisté de façon illégale, disons-le comme ça? Là? Bien, je suis contente de pouvoir remettre les pendules à l'heure là-dessus parce qu'il y a vraiment des légendes urbaines là, très importantes qui circulent. Donc, premièrement, la première étape pour un vendeur qui reçoit un désistement et qui n'est pas d'accord, c'est, et quand il y a un courtier, je dis, parlez-vous de courtier d'abord. Quand il y a des courtiers, là, vous servez à quelque chose pour ces choses-là aussi. Donc, un petit courriel du courtier, du vendeur au courtier de l'acheteur disant « Mon client refuse le retrait, on n'est pas d'accord, on ne comprend pas, on ne trouve pas de motif justifiant ce retrait-là dans le rapport. » Et juste avec ça, vous allez sauver énormément de transactions. Parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui savent qu'ils s'essayent et s'ils frappent le moindrement petite embûche, ils vont acheter. Bon, mais si ça marche, il se tape sur les cuisses. Là, hein? Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, si ça ne fonctionne pas, là, on passe à l'étape lettre du vendeur à l'acheteur, une mise en demeure directement entre les parties, où le vendeur dit pourquoi il n'est pas d'accord avec le retrait et il dit qu'il met en demeure de notarier comme convenu. Bon, et si jamais il y a des conditions qui n'étaient pas encore réalisées dans la promesse d'achat, là, parce que souvent ça arrive qu'après l'inspection, il y a le financement ou il y a d'autres choses, là, bon, on met en demeure de compléter le travail là, de réalisation des conditions comme prévu. Et on donne un délai très court. Là. On donne habituellement 5 jours là, parce que la maison est à vendre. Là. On ne veut pas que le vendeur reste pris avec sa maison pendant des semaines. Là. Donc, on donne un délai assez court. Et voilà. Bon, et je peux vous dire qu'on en sauve beaucoup après cette mise en demeure-là. Bon, si ça ne fonctionne pas, et on dit dans cette mise en demeure-là que si il ne confirme pas qu'il notarie, dans les 5 jours, on remettra en vente.
Et si des fois on a un retour plus vite aussi, il nous confirme non, je n'achèterai pas. Bon, ben on remet en vente dès qu'on a la confirmation qu'il n'achètera pas. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, c'est ça, des gens, il faut qu'ils comprennent ça. Quand on reçoit l'avis de réalisation de condition qui dit « Je rends la promesse nulle et non avenue ». Oui, mais une légende urbaine, comme vous dites, Maître Sirois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Si je conteste le désistement, je suis stand-by pour la vente de... » Excusez l'anglicisme, là, je suis en attente pour la vente de ma maison, je peux plus rien faire. C'est faux. C'est complètement faux. Là. C'est faux. C'est complètement faux. Moi, je trouve ça rafraîchissant d'entendre ça parce que est-ce que c'est juste moi où j'ai l'impression que les gens prennent pas ça vraiment au sérieux? Tu sais, sur le terrain, c'est pas ça qu'on voit. Puis que ce soit un courtier ou des acheteurs de façon générale, tu sais, ils envoient le document, je me retire, la promesse est nulle et non avenue parce qu'ils n'ont même pas voulu négocier. Là, tu sais, ils disent, c'est trop pour moi, puis ils se retirent. C'est pas à prendre à la légère, cette démarche-là. Puis d'après les jurisprudences et tout ça, les différentes causes dans les dernières années, ça montre que ça peut être très sérieux, puis c'est une question d'éducation, je pense, de part et d'autre, puis je pense qu'il y en a qui se poseraient plus de questions avant de faire une offre, tu sais, avant d'aller de l'avant. Effectivement, puis je peux vous dire que je prends l'exemple de mon dossier dans Simoneau contre Bisson qui a été rendu en mars 2024, où l'acheteuse a dû payer 87 000 de dommages à ma cliente. Là. Imagine. Pour des pécadilles, là, c'était tout remplacer le support de la thermopompe, toutes des choses comme ça, là, de modifier des pentes de terrain, puis de relever des seuils de porte, puis des niaiseries comme ça. Là. Donc, je peux vous dire que quand elle a fait son chèque d'au-dessus de 100 000 avec les intérêts puis les frais, là, elle ne devait pas être trop contente de sa décision. Puis elle n'a toujours pas la maison, tu sais. Elle n'a pas la maison en échange, là, tu sais. C'est un dommage, là. Ben, c'est ça. Fait que oui, il y a peu de gens mais ce que je remarque, par contre, je me tiens à jour, je fais des recherches là, régulièrement pour tout savoir ce qui se passe et je vois une recrudescence très importante de recours aux petites créances. Les petites créances sont rendues à 15 000, là. Tu sais, ça vaut quand même la peine. C'est important, et ça. Ce qu'un vendeur peut réclamer, c'est une réduction de prix de vente s'il fait tous les efforts pour bien revendre, par exemple. Il y a un jugement qui est sorti il n'y a pas longtemps qui m'a fait beaucoup rire, où les gens disaient à tout le monde, c'est pas grave, je poursuis mes acheteurs, faites-moi une offre raisonnable, je vais l'accepter. Fait qu'ils ont vendu 36% moins cher que le premier prix. Parce que c'était la première offre qu'ils ont reçue, les acheteurs pas plus fous. Et en disant à tout le monde, je poursuis mes acheteurs, le juge n'a pas pris ça de même. Il a dit, non, vous n'avez pas fait ce qui aurait dû être fait pour minimiser vos dommages, là, pour faire en sorte que vous revendiez au meilleur prix possible. Donc, il a coupé leurs dommages en deux. Il leur a donné seulement la moitié du prix parce qu'ils étaient l'artisan de leur malheur. Là. Donc, faut pas penser qu'on revend puis qu'on fait n'importe quoi, puis de toute façon, on pèle ça dans la cour des premiers acheteurs. Là. Donc, faut faire des efforts importants pour bien revendre. Donc, on revend au même prix qu'avant. On remet en vente exactement comme c'était avant. Il faut pas baisser le prix, parce que si on baisse le prix, l'acheteur va nous dire, ben oui, c'est sûr que tu as vendu moins cher, tu as baissé ton prix de mise en vente. Donc, on laisse les choses exactement comme elles étaient. On modifie évidemment la DV si jamais il y a des petites choses dans le rapport qui doivent être mentionnées, mais on s'entend que si on conteste le bien fondé du retrait, ça veut dire que le rapport, il dit rien de bien grave, là. Donc, le fait d'aller modifier la déclaration du vendeur pour tenir compte de quelques peccadilles ne devrait pas changer mon prix de mise en vente, là. Comprends. Donc, on remet au même prix et on fait ce qu'il faut, on fait les efforts qu'il faut. Bon, puis c'est sûr que si à un moment donné, ça vend pas, là, puis oui, on peut, mais après peut-être 3 semaines, 1 mois, baisser le prix. Surtout si l'acheteur est prêt avec 2 maisons, on comprend que faut que ça arrête, là, faut que ça finisse. Donc, on tient compte de la réalité, évidemment, de chaque situation. Et quand le vendeur a revendu, quand c'est notarié, quand tout est réglé avec son deuxième acheteur, là, il fait le calcul de ses réelles pertes. J'ai perdu combien sur mon prix? Est-ce que ça m'a coûté moins cher de commission de courtier? Peut-être parce que vous êtes à pourcentage. Donc, si le prix est moins élevé, ça a coûté moins cher de commission. Donc, on réduit ça. On enlève cette petite différence-là. On regarde combien ça a coûté pour maintenir les meubles à vendre pendant ces semaines-là, ces mois-là de plus, donc les frais d'hydro, des taxes, tout ça, là, les intérêts sur le prêt hypothécaire que j'aurais pas payé si j'avais vendu, etc. Et on fait le calcul de tout ça.
Et moi, je dis aux gens, on aura mis la table au moment où le retrait s'est fait et on verra après ce qu'on fait. Bon, mais au moins, la table est mise, tout aurait été fait convenablement et le vendeur décidera après revente, s'il veut se lancer dans quelque chose, voilà. Est-ce que ça vaut la peine? Puis je dis aux gens, moi, si tu es à quelques milliers de dollars, là, ferme donc ça, là, à un moment donné, le stress que ça va générer, puis de remuer du négatif, à un moment donné, c'est pas bon. Ah, ben ça, c'est ça. Il y a un coût à ça on aussi. en parlait justement à Jacques, là, le stress que ça peut occasionner. Ouais. Il va falloir réinviter Maître Sirois, Mel. Hein? C'est tellement éclairant, puis moi, on se dit tout le temps que la population, de façon générale, n'est pas assez au fait des règles immobilières, du droit immobilier. Maître Sirois, mille merci d'avoir accepté notre invitation. Convaincu que vous allez avoir éclairé des gens qui sont en pareille situation. Puis disons-le, hein, on n'est pas en train de dire que tous les acheteurs qui se retirent d'une inspection... Il y en a qui ont raison. Ils ont raison de le faire. On est en train de parler de ceux qui servent justement la fameuse croyance populaire. Je vais me sortir de ça avec mon rapport d'inspection. Vous avez apporté un éclairage très utile, nouveau. Les gens peuvent nous rejoindre, Mel, si on a des questions pour le balado. C'est assez simple. M. Bergeron, Y. Parent, à commercial propriodirect.com. Un gros merci à toute l'équipe de Cube Studio. Hein, absolument. Cube Studio, Dominique Plamondon, toute l'équipe derrière, Jeff Bérard, Philippe Séguin qui est là aussi. On est disponible sans vice caché sur la plupart des plateformes où il y a des balados. Donc, l'application Cube en commençant. On a une chaîne aussi YouTube, Cube Radio. Vous pouvez nous trouver partout. Merci d'être là chaque semaine. Merci, Maître Sirois. Puis Mélanie, on se dit à une prochaine émission. Oui, à bientôt. À bientôt. Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com